Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de l'actualité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies met fin à la MINUSMA, la mission des casques bleus au Mali, avec un départ accéléré sous 6 mois, conformément aux souhaits du gouvernement malien de transition. C'est la plus grande plateforme commerciale d'Afrique. Il s'agit de la zone de libre-échange continentale. Les attentes sont grandes. En matière d'échanges commerciaux, parmi les secteurs visés, l'agroalimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique. Du sport également dans ce journal avec la CAN U23. Place à la phase des demi-finales après la qualification de l'Égypte et du Mali. Les deux pays rejoignent le Maroc et la Guinée. Marc Ravalomanane est officiellement candidat à l'élection présidentielle du 9 novembre à Madagascar. L'ancien chef de l'État entre 2002 et 2009 en a fait l'annonce samedi devant des milliers de ses partisans dans la capitale Antananarive lors de la clôture du Congrès national du Team, son parti. Nouvelle tentative donc pour revenir au sommet de l'État après une candidature qui n'a pas abouti en 2018. Il est arrivé second à ce scrutin. Alors cette nouvelle candidature de Marc Ravalomanane, 73 ans, intervient au moment où le président sortant Andra Joel, dont la candidature à la prochaine présidentielle est menacée car il se trouve au cœur d'une vive controverse. Il est soupçonné d'avoir dissimulé sa nationalité française, acquise en 2014, signifiant alors qu'il a enfreint la loi en se présentant à la présidentielle de 2018. Dans l'actualité également, la fin de la première phase de la mission de la force de l'Union africaine en Somalie qui prévoit l'évacuation de 2000 casques verts. Les soldats de la force de maintien de la paix de l'UA qui ont pour mission de lutter contre les terroristes du groupe Al-Shabaab. Pour l'heure, cette base ont été remises aux forces somaliennes, une étape importante vers le transfert des activités de la force de l'Union africaine à l'armée somalienne, conformément à la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit que d'ici à la fin 2024, les 20 000 soldats et policiers de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie ne soient plus présents sur le sol somalien. Autre mission sur le départ, la MINUSMA qui doit quitter le Mali d'ici le 31 décembre 2023 selon la résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies vendredi dernier. La résolution a été adoptée à l'unanimité. La fin de la MINUSMA est actée après 10 ans d'existence de la mission. Le retrait des groupes onusiennes avait été exigé par le pouvoir malien. Mildred Diamou. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a jusqu'au 31 décembre 2023 pour quitter définitivement le Mali. C'est la résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 juin 2023. Une résolution qui intervient en réponse à la demande faite par les autorités de transition du pays lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Mali, tenue à New York le 16 juin 2023. Le bilan de la MINUSMA peut être établi sur 2 bases. La première base, c'est son appui apporté sur le plan logistique, technique et financier à l'État comme aux organisations de la société civile. Sur ce plan, on peut retenir qu'elle a eu un résultat intéressant parce que pendant toute la durée de la crise, elle a joué un rôle important dans l'accompagnement des organisations de la société civile à travers multiples projets financés, d'innombrables emplois créés, et un appui, un accompagnement important dans le transport, surtout entre le nord et le sud. Le mandat de la MINUSMA a expiré le 30 juin 2023. L'accusant d'alimenter des conflits locaux, les autorités maliennes indiquent qu'en 10 ans de présence dans le pays, la force onusienne n'a pas réussi à contribuer au rétablissement de la sécurité au Mali à travers la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'autorité de l'État, l'appui au transfert du pouvoir aux civils, la protection des civils et le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Depuis son déploiement au Mali en 2013, la MINUSMA a perdu jusqu'à 300 casques bleus, devenant la mission onusienne de maintien de la paix la plus meurtrière au monde. Il est très clair que sur la sécurité, sur la stabilisation du pays, le redéploiement de l'armée et sur la mise en œuvre de l'accord, les résultats pour lesquels elle a été engagée restent encore loin d'être atteints.
Selon la résolution du 30 juin, la MINUSMA devrait cesser dès ce 1er juillet toutes ses opérations dans le pays pour se consacrer à la réduction et au retrait progressif de son personnel. Elle est appelée à entamer ce processus en consultation avec le gouvernement de transition et en coordination avec les pays contributeurs en troupes. La MINUSMA devrait également engager un dialogue avec les autorités maliennes afin d'élaborer un plan de transfert des tâches de la force onusienne aux forces nationales. La ZLECAf demeure au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à développer le commerce intra-africain. La zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun de plus d'1 milliard d'habitants, sa mise en œuvre complète pourrait générer une hausse des revenus pouvant aller jusqu'à 9% d'ici 2035, selon les dernières estimations. Cette dynamique pourrait permettre à des dizaines de millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté. Parmi les secteurs qui pourraient permettre de relever le défi figurent l'agroalimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique. Reportage signé Frater Ndaka Isenga. C'est l'un des accords les plus impactants. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Sa mise en œuvre va se focaliser sur 4 secteurs prioritaires, à savoir l'agroalimentaire, l'automobile, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique. Des secteurs qui, une fois développés, vont propulser l'économie du continent et la vie des Africains. Et pour bien comprendre, voici comment se présentent les chiffres. In the year 2019, we imported 16 billion En dollars 2019, nous avons importé des produits pharmaceutiques d'une valeur de 16 milliards de dollars. Cela signifie que nous avons renoncé à 16 milliards de dollars d'emplois et d'innovation. Si nous disposons d'une stratégie de substitution des importations bien adaptée, nous pourrons alors stimuler le commerce intra-africain. De même, dans le domaine de l'agriculture, l'Afrique importe l'équivalent de 54 milliards de dollars de denrées alimentaires, ce qui fait de nous des importateurs nets de denrées alimentaires, et pourtant, nous avons des produits agricoles et un potentiel énorme pour une industrie agroalimentaire robuste. En 2050, le PIB de l'Afrique devrait représenter 16 000 milliards de dollars américains par rapport à 3 400 milliards de dollars actuellement. Une personne sur 4 au monde sera africain. Des données très parlantes selon les experts. The population of Africa presents in and of itself an opportunity. La population de l'Afrique représente en soi une grosse opportunité pour les investisseurs et pour le secteur privé en Afrique. À ce moment-là, ce sera le marché le plus dynamique du monde. Nous devons donc nous y préparer dès aujourd'hui. So we have to prepare for tomorrow today. L'Union africaine a désigné 2023 comme l'année de la ZLECAf. En collaboration avec le secrétariat de la ZLECAf et les États participants, elle fait avancer des initiatives visant à accélérer la mise en œuvre de l'accord. Et selon les responsables, tout semble bien fonctionner et très vite, malgré les situations difficiles que vit le monde, et notamment le continent africain. Son économie repose encore essentiellement sur l'exploitation pétrolière. Il s'agit de l'économie angolaise dont la structure est en quête de diversification. Ce territoire est pourtant l'un des pays d'Afrique les mieux dotés en ressources naturelles. Alors pour soutenir les efforts visant à diversifier son économie, le gouvernement angolais reçoit l'appui de la Banque mondiale. Joël Ballot. En fin 2022, le taux de chômage en Angola est passé sous la barre des 30%, mais le chômage des jeunes est resté supérieur à 50% selon l'Institut national des statistiques. En soutien aux réformes lancées par le président João Lourenço, un accord de financement pour le projet de diversification économique accélérée et de création d'emplois d'un montant de 300 millions de dollars a été signé entre le gouvernement angolais et la Banque mondiale. Ce projet devrait bénéficier à 12 000 entreprises pour améliorer l'environnement des affaires. La Banque mondiale et le gouvernement angolais partagent le même avis concernant l'importance de la diversification économique, l'importance de trouver des modes de financement alternatifs des infrastructures, l'importance de la création d'emplois et par conséquent de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. En Angola, le commerce représente environ 60% du PIB. En pariant sur le secteur privé, le gouvernement et la Banque mondiale souhaitent améliorer l'environnement réglementaire et institutionnel du commerce, l'entrée et les opérations des entreprises et des services financiers.
Le projet permettra de l'investissement privé dans des secteurs non pétroliers contribuant à la création d'emplois directs et indirects. L'Angola pourra devenir une puissance agro-industrielle et développer d'autres secteurs comme les services technologiques qui peuvent générer des emplois dans les centres urbains. En 2022, l'économie angolaise a continué à se remettre de la crise provoquée par la pandémie, soutenue par le secteur agricole. Avec l'implication du secteur privé, la diversification de l'économie aux activités génératrices de revenus et d'emplois massifs pour la population, en particulier pour les jeunes, reste l'un des défis majeurs à relever. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international se réunira le 12 juillet prochain, réunion consacrée au premier examen de son programme de facilité élargie de crédit en faveur de la Zambie. Ce programme validé en 2022 porte sur 1,3 milliard de dollars et entre dans le cadre d'un accord passé avec les créanciers pour restructurer la dette colossale qui a fait sombrer l'économie de ce pays d'Afrique australe. Marie-Raphaël Antolo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international se réunira le 12 juillet pour achever le premier examen de son programme de facilité de fonds étendus de 1,3 milliard de dollars pour la Zambie. Une fois ces fonds à disposition du pays, ils lui permettront de relancer son économie via des secteurs tels que l'énergie renouvelable ou encore l'agriculture. Vous savez, l'assurance est de procéder avec des programmes de soutien financier. Comme nous avons procédé l'année dernière, nous sommes allés de l'avant et avons soumis au Conseil les études menées. Maintenant, nous avons la première révision qui est en cours. Il y a d'ailleurs eu un engagement pour en venir à des solutions claires en ce qui concerne l'établissement des termes pour la restructuration dont la Zambie a besoin. D'après une indication du ministre zambien des Finances Situmbuke Musokotoane, l'incertitude créée par le long processus de restructuration a exercé une pression sur la monnaie zambienne et a rendu difficile l'attraction d'investissements étrangers indispensables pour le pays. La Zambie a en effet pu structurer environ 12,8 milliards de dollars de dette extérieure à l'issue des accords signés le 22 juin avec ses créanciers en marge du sommet pour un nouveau pacte financier à Paris. L'accord prévoit notamment d'importantes extensions d'échéance et une réduction des taux d'intérêt, a précisé le gouvernement zambien dans un communiqué. Ce qui s'est passé au cours des années antérieures est que la restructuration des dettes dans cette région est devenue très diverse. Et donc nous avions besoin d'un nouveau cadre pour évaluer les facteurs de comparaison entre les niveaux d'endettement des différents pays dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs qui, par le passé, n'offraient pas des options de traitement de dette. Rappelons qu'en début avril 2023, le Fonds monétaire international avait déclaré que le versement de 188 millions de dollars d'un prêt de soutien de 1,3 milliard de dollars à la Zambie dépendait de la conclusion par le gouvernement d'un accord avec ses créanciers dont la Chine et la France. Le pays aura ainsi accès à environ 188 millions de dollars une fois l'examen terminé. Le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans est désormais connu. Le 4 juillet prochain, le Maroc fera face au Mali alors que la Guinée sera opposée à l'Égypte. Et sur l'Égypte, c'est quasiment un sans faute pour les Pharaons. Toutes ces sélections, c'est-à-dire les 4 meilleures équipes du tournoi, s'affronteront mardi, mais cette fois pour une place en finale. Retour sur la rencontre entre la Guinée et le Ghana dans ce sujet de Séverin Douqueux. La Guinée était opposée au Ghana vendredi 30 juin 2023 au grand stade de Tanger au Maroc pour une place en demi-finale de la CAN U23. Les deux adversaires se sont séparés sur un score de parité, un but partout. Après la demi-heure de jeu, le Ghana va logiquement prendre l'avantage suite à une mauvaise sortie du gardien guinéen. Emmanuel Yeboah profite d'une belle combinaison pour ouvrir la marque à la 35e minute. Le Sili parvient à l'égalisation grâce notamment à un pressing payant à la 61e minute. Un but partout au coup de sifflet final. Un résultat qui permet aux Guinéens, désormais deuxième de sa poule avec 4 points, de passer en demi-finale grâce à un goal average favorable devant le Ghana. Parlant de la Guinée, ce n'est vraiment pas une surprise que cette nation se qualifie. Vous savez, depuis un certain temps, les Ghanéens ne sont plus au rendez-vous des compétitions des catégories de jeunes. Depuis un certain temps, c'est plus la sérénité des nations telles que la Guinée, le Mali, essayent de venir bousculer ces
cette hiérarchie-là, dont la qualification de la Guinée est amplement méritée vu le jeu qu'elle a produit depuis le début de la compétition. Le match entre le Maroc et le Congo était sans véritable enjeu. Si oui, permettre au coach Issam Charaï de rôder les automatismes et l'effectif de sa sélection. Le Maroc étant déjà qualifié pour les demi-finales, les Lions de l'Atlas signent leur 3e victoire en autant de rencontres grâce à Younes Taha. Ils trouvent la faille à la 7e minute grâce à un boulet de canon depuis l'extérieur de la surface, bien aidé par une déviation congolaise qui trompe le gardien. Écoutez, la qualification du Maroc dans cette poule A avec 9 points sur 9 possibles vient tout simplement confirmer le statut de favori que beaucoup de personnes avaient annoncé au début de la compétition. Et dans cette condition, vraiment, il sera très très difficile pour les autres nations de jouer cette équipe en forme et devant son public. Le Maroc et la Guinée poursuivent donc la compétition. Les Lions de l'Atlas jouent contre le 2e du groupe B, l'Égypte, le Niger ou le Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.